Bienvenue tout le monde dans ce nouvel épisode des interviews Et vous, qu'en dites-vous qu'on organise avec le Centre culturel de Genappe. Et aujourd'hui, donc, on reçoit Reda. Bonjour Reda, en tout cas, merci de nous avoir rejoints pour ces interviews. Je réexplique vite le contexte. On essaie d'interviewer des habitants et des habitantes de Genappe pour voir un peu comment ils vivent la situation sanitaire actuelle, le confinement, le premier confinement, l'entre-deux confinements, quoi, et le confinement actuel. Et donc voilà. Parce que la première question qu'on pose toujours à chaque personne qu'on interviewe, c'est un peu de se présenter et déjà d'expliquer un petit peu comment le confinement a pu impacter ces différentes activités. Donc voilà, c'est la question que je te pose. Nickel, merci pour la parole. Donc, effectivement, je m'appelle Reda Kabir. Je suis habitant de Genappe, plus précisément, j'habite à Oué. Ça fait une dizaine d'années que je suis sur cette belle entité. Et donc, effectivement, j'ai eu l'occasion ici de vivre des changements liés à mes pratiques professionnelles dues à la situation sanitaire. Donc, en termes professionnels, je suis donc psychopédagogue. Donc, je suis formateur d'enseignants. Je dispense des cours de psychologie et de pédagogie à la Haute École Francisco Ferrer. Et donc, de facto, mais voilà, je forme des futurs profs de maths, futurs profs de sciences, futurs profs de langue germanique. Et donc, ici, on a pu vivre deux situations bien distinctes, à savoir les lockdowns, on était un petit peu enfermés chez soi. Et effectivement, pour ma part, il y a eu vraiment deux côtés sur mes pratiques professionnelles. Il y a d'un côté des cours en distanciel qui se sont placés, et de l'autre côté, des cours en présentiel qui ont été maintenus, à savoir des cours en pratique que l'on ne peut pas prester à distance. En fait, donc, il y a deux types de cours. Il y a ce qu'on appelle les cours A, donc à savoir des cours que je dispense comme psychologie de la communication, psychologie du développement, psychologie de l'enfance, etc. Et puis, il y a les cours de piqué. C'est que dans la formation initiale que j'ai eue, donc de base, je suis régent en éducation physique, donc j'ai été prof d'éducation physique pendant une petite dizaine d'années. Et par la suite, j'ai rajouté une licence en sciences et psychologie de l'éducation, et puis une licence en Sciences Po. Mais donc, durant mon cursus académique, on n'a jamais été confronté au distanciel, au fait de pouvoir enseigner en distanciel. Et donc, un petit peu comme un cheveu dans la soupe, d'un coup, on nous a demandé de nous adapter. Alors oui, il y a eu des structures accompagnantes au sein du PO dans lequel je travaille. Donc, c'est effectivement des équipes qui nous apprennent un petit peu à utiliser les outils numériques comme Teams, Zoom, les plateformes Moodle, etc. Mais vraiment, on s'est retrouvé à devoir repenser toute sa structure de cours pour justement rendre le cours attrayant. Pour rentrer dans le détail, moi je suis par exemple quelqu'un en tant qu'enseignant qui a une approche socio-constructiviste. Donc c'est un enseignant qui va utiliser le groupe des pairs pour apprendre, donc qui va utiliser les camarades de la classe pour des mises en situation, des échanges, des jeux de rôle, etc. Et puis du jour au lendemain, je me suis retrouvé à devoir faire du transmissif, donc c'est-à-dire vraiment me retrouver derrière un écran et blablater, essayer de rendre ça attrayant. Donc c'était effectivement un peu compliqué, mais après contre mauvaise fortune, bon cœur, parce que c'était une très belle expérience professionnelle et ça m'a amené à effectivement tester d'autres approches et à effectivement revoir mes cours, parce que du coup j'ai pu mettre en évidence certaines utilités des cours en distanciel, comme le fait qu'on pouvait éviter des temps de transport pour les étudiants qui étaient très conséquents. J'ai des étudiants qui viennent de Nivelles, mais j'enseigne à Bruxelles. J'ai des étudiants qui viennent de Namur, de Liège. Et donc, effectivement, le temps que ces étudiants ne perdent pas dans les transports en commun, ils peuvent le rentabiliser. Et donc, effectivement, c'était un côté positif de l'approche. Et une autre parenthèse, dans mes charges de mission, je suis censé faire de la recherche en éducation. Et donc, l'année dernière, j'avais mené une recherche sur les futurs régents. Et normalement, c'est une recherche que je transmets via des colloques en présentiel. Et donc, l'année dernière, j'ai fait un colloque en distanciel au Canada. Bon, moi, j'étais en Belgique, mais le colloque s'est passé au Canada. Et donc, du coup, voilà, ça m'a permis effectivement de donner une autre dimension à ma pratique professionnelle. Mais voilà, ça, c'est le côté positif. Le côté un peu négatif, malheureusement, c'est que le métier d'enseignant, à mon sens, est un métier de contact, un métier de rapport humain. Et malheureusement, on l'a un peu perdu. Et dans les chiffres, on a vu effectivement que beaucoup d'étudiants ont décroché, que beaucoup d'étudiants ont dû faire appel au service psychologique de la haute école pour laquelle je travaille. Et donc, effectivement, ça, c'est un peu le côté négatif. Par contre, ça permet aux enseignants de se remettre en cause dans leur pratique et même dans le rapport humain, parce que du coup, je me suis retrouvé à parfois envoyer des mails à 20h, 20h30 à des étudiants en disant accrochez-vous, c'est vraiment important, vous êtes fait pour cette formation, on se retrouve demain à 8h en Teams, tout le monde avec son café à la main. Enfin voilà, j'essayais de créer un petit peu plus de lien, même si malheureusement c'était en distanciel.
Et est-ce qu'il y a déjà une réflexion sur vraiment le futur et donc les futures formations des enseignants? Ce que je veux dire, c'est est-ce qu'on se dit, tiens, on va former les enseignants des années futures pour qu'ils puissent utiliser ce genre d'outils, on va intégrer déjà le distanciel? Exactement. En fait, l'idée, c'est que dans la besace académique, donc dans le parcours de formation, les futurs enseignants ont un cours de médias en bac 3, c'est-à-dire en année diplômante. C'est leur dernière année de cours. Et effectivement, on les forme à l'utilisation de plateformes numériques comme Moodle, eCampus, etc. Mais ce que l'on a constaté, c'est que la nécessité sanitaire se faisant, eh bien, on va repenser les structures d'enseignement pour proposer ce cours en bac 1 ou voire en bac 2, de manière à ce qu'ils soient eux-mêmes formés à ce genre de pratique. Et ce qui est assez intéressant à constater, c'est que par exemple, j'ai des étudiants qui, ici, lors du second lockdown, donc de la seconde mise en quarantaine, enfin de distanciel, ils ont dû réaliser des stages, eh bien, ils ont suivi leur maître de stage, même en distanciel. Et donc, j'ai des bac 1 qui, après quelques mois de formation, se sont retrouvés à devoir donner du distanciel. Et donc, bien entendu, on rentre dans de l'évaluation formative. Mais par contre, c'est vraiment intéressant parce qu'à l'avenir, je pense que je ne le souhaite pas, mais si une nouvelle pandémie devait voir le jour, ou si effectivement on devait rentabiliser humainement l'enseignement et qu'on devait faire du distanciel, ça pourrait clairement être intéressant et un bel enjeu pour les formations futures. Donc, moi, j'avais une question parce que tu es enseignant, mais tu es aussi papa, tu as des enfants et tout. Et donc, le confinement a certainement dû un peu chambouler tes pratiques. Et vu qu'en plus, tu es psychopédagogue, tu as certainement des idées, des conseils comment, pour les parents qui ont dû justement enseigner à distance, qui se sont tirés les cheveux plus d'une fois, certainement, quoi. Oui, effectivement. Donc, de base, donc, je vais d'abord commencer par mon vécu à moi. Donc, effectivement, le distanciel et le fait de devoir à un moment donné rester pendant plusieurs semaines à la maison et de devoir être à la fois dans l'identité parent et dans l'identité enseignante, ce qui est vraiment très compliqué. Le plus gros problème quand on est parent et qu'on veut faire des devoirs avec ses enfants ou bien les accompagner scolairement, c'est que dans la représentation mentale de l'enfant, on a une identité de parent. Et donc, l'enfant dissocie bien les deux. Il sait qu'il y a papa et maman, ou maman, maman et papa, papa. Il le sait très bien. Mais de l'autre côté, il sait aussi qu'à l'école, il a son instituteur ou son institutrice. Et dès lors, quand d'un coup, il y a un paradigme qui s'inverse et qu'on demande aux parents d'endosser le rôle d'enseignant, l'enfant ne le comprend pas très bien. Et du coup, quand on prend la parole, l'enfant se demande est-ce que, même si pour nous c'est censé et cohérent, l'enfant se demande est-ce que c'est mon papa ou ma maman qui me parle, est-ce que c'est l'enseignant qui me parle. Donc voilà, effectivement, c'est très très compliqué. Donc ce qui est assez intéressant dans mon cas de figure, c'est que la transition entre l'identité professionnelle et l'identité de parent, elle se fait naturellement de par mes pratiques. Et donc là, pendant le premier confinement, j'ai eu l'opportunité effectivement de me retrouver avec mes enfants et mon épouse était en congé de maternité. Du coup, on s'est vraiment retrouvés tous ensemble à la maison. Donc c'est clairement une belle plus-value, en tout cas pour ma part. On a pu réinvestir le capital humain parce qu'en fait, on est un petit peu dans une société où on est en fast life, on va très très vite. C'est le matin, c'est la course, il faut habiller les enfants, il faut préparer, puis on drop à l'école et on va au boulot et on revient, on a des mails, des dossiers. Enfin, c'est l'enfer, ce que je peux comprendre. Mais par contre, là, avec le premier confinement et dans une moindre mesure le deuxième, on a pu se réapproprier le temps. Et ce que j'aime à rappeler, que ce soit à mes étudiants ou bien à des parents qui me demandent conseil, c'est qu'une des choses que l'on ne peut pas acheter, c'est le temps. En général, on peut tout acheter, soyons clairs. Hein. On peut acheter du confort matériel, on peut même acheter, voilà, en termes médicaux, on peut effectivement aller vers de meilleurs hôpitaux, de meilleurs soins de santé. La seule chose que l'on ne peut pas acheter, c'est le temps. Et donc là, bien malgré nous, notre mauvaise fortune, mon cœur, on nous a donné du temps. Et donc, ce que j'ai amené, et j'avais rédigé une carte blanche là-dessus qui a été diffusée, c'était de dire, mais voilà, prenez le temps, ralentissez à un moment donné, il faut tirer le frein à main et profiter des moments qu'on a avec ses enfants, avec son conjoint, avec sa conjointe, pour la simple et bonne raison que le temps qui est passé, on ne peut plus le rattraper. Et donc moi, je prends mon cas de figure, je viens d'avoir un quatrième petit bout de chou, et donc j'ai la plus grande qui a 6 ans, et effectivement, c'est bateau de dire ça, mais ça prend tout son sens, c'est qu'en fait, pour moi, hier encore, et je ne reprends pas Charles Aznavour, mais hier encore, elle avait 1 an, et donc ça va super vite. Je me dis, mais waouh! Et pourtant, j'essaie d'en profiter, et donc je ne peux faire qu'inviter les parents à profiter du temps. Et clairement, je ne suis pas en train de jeter des trucs à l'eau de rose. Je sais que parfois les parents sont débordés, et ça m'arrive aussi d'être débordé, d'être stressé. C'est pas grave. On fait une parenthèse,
on s'arrête, on respire un coup, et puis ben voilà, on peut continuer avec ses enfants. Donc voilà, dans mon cas de figure, j'ai pu vraiment profiter, j'ai pu mettre en place tout ce que j'enseigne aussi à la haute école et aux futurs enseignants et en accompagnement de parents. Donc c'est vraiment intéressant. Maintenant, par rapport aux conseils qu'on peut donner aux parents, c'est effectivement se rapproprier de un le temps, se rapproprier les activités. J'avais souligné 2 interventions bien spécifiques en radio et dans la carte blanche. C'était premièrement la théorie des intelligences multiples, qui est une théorie d'Howard Gardner, psychologue américain, qui disait qu'effectivement, un enfant n'est pas juste intelligent sous forme logico-mathématique ou sous forme langagière. Il y a plein de formes d'intelligence. Il en dénombre 8. On va parler de l'intelligence kinesthésique, on va parler de l'intelligence intrapersonnelle, l'intelligence artistique, etc. Et donc, ce que j'invitais à faire pour les parents, c'était de repenser un petit peu leurs activités en fonction des intelligences de leurs enfants. Et je prenais en exemple mon cas de figure avec une de mes filles qui adore discuter, qui adore raconter des choses, des histoires. Eh bien, c'est une forme d'intelligence interpersonnelle parce qu'elle adore parler. Eh bien, pendant le confinement, je me suis retrouvé à faire des 1 heure de discussion avec elle, à inventer des histoires parce qu'elle adorait ça. À l'inverse, j'ai un petit bout de chou, un petit garçon de 2 ans qui vit tout le temps dehors, il adore être dans le jardin. Et donc, effectivement, il a une intelligence naturaliste et kinesthésique. Et bien, du coup, on était tout le temps dehors en train de creuser dans le jardin, en train de porter des trucs, en train de sauter dans le trampoline. Et donc, clairement, c'était une manière de voir les choses. Et la seconde manière, c'était effectivement, on en discutait un peu en off, c'était la fameuse règle des 3 A. Et c'était effectivement d'amener les parents à se poser des questions. Et c'est souvent l'idée, quand on est en confinement, on se dit, tiens, ce que je propose, est-ce que c'est vraiment pertinent? Je propose une activité dessin, je propose une activité cuisine, je propose de regarder un peu la télé, de se faire un dessin animé. Et donc on se dit, tiens, est-ce que c'est vraiment pertinent en tant que parent? Et donc la règle toute simple, c'est la fameuse règle des 3 A. Donc à partir du moment où les 3 A sont existants dans l'activité, mais c'est clairement qu'elle est pertinente. Le premier A, c'est la règle de l'amusement. Il faut déceler si effectivement votre enfant s'amuse. La deuxième règle, c'est la règle de l'activation. Est-ce qu'il y a une forme de passivité ou de mise en activité? Donc là, il faut se questionner. Et la troisième règle, c'est la règle de l'apprentissage. Est-ce que l'enfant va apprendre quelque chose? À partir du moment où on a ces 3 A, effectivement, on peut se dire, tiens, ce que je propose en période de confinement, ça tient la route. Et donc, je prends un exemple très concret. Si vous faites une séance de cuisine, vous êtes en train de faire des crêpes, clairement, les enfants vont casser des œufs, ils vont utiliser le fouet, etc. Il y a de l'activation. À partir du moment où on va se mettre une petite goutte de pâte à crêpes sur le nez, où on va rigoler, il y a clairement de l'amusement qui est en place et dans un premier temps de l'activation avec le fouet, etc. Et donc si à la fin, on demande aux enfants, tiens, quelqu'un peut me donner un ingrédient qu'on a mis dans la pâte? Ah oui, des œufs. Et les œufs, ça vient d'où? Et puis on peut refaire toute la chaîne. C'est clairement de l'apprentissage, donc du coup, l'activité proposée est pertinente. Et on peut se poser ces questions avec plein d'activités qu'on réalise. Alors, je ne vise pas la perfection, hein, il ne faut pas non plus fantasmer l'éducation et tout le temps essayer de faire les 3. Mais si on en a déjà 2 sur 3, c'est déjà très très bien en tant que parent. Non, c'est ça. Et alors, ce qui était intéressant, c'était la comparaison que tu avais avec les dessins animés, parce que maintenant, de plus en plus, et je le fais avec mes filles aussi, on les met devant les dessins animés, les comptines, les trucs qu'on apprend ABC. Mais vu qu'ils ne sont pas vraiment, ils pourraient être activés par le parent qui dit, tiens, qui pourrait les mettre en activité face aux dessins animés, mais c'est vrai que souvent, ils sont passifs. Et justement, c'est pour pouvoir s'occuper et qu'on les met justement devant les dessins animés. Bien sûr. Alors, je le disais, il n'y a pas, et ça, c'est vraiment super important à garder à l'esprit, il n'y a pas de bons ou de mauvais parents. Ça, c'est vraiment une idée qu'il faut intégrer dans notre mentalité. Et avec l'ère des réseaux sociaux, c'est très compliqué. Je prends Facebook, Instagram comme support de discussion, mais imaginons, vous voyez des parents sur Facebook qui font des activités avec vos enfants, enfin avec leurs enfants, pardon. Du coup, ça va vous mettre la pression pour réaliser des activités. Au lieu que c'est ce que je dis aux parents qui viennent me voir, je dis, arrêtez, ne faites surtout pas ça. Vous ne vivez pas pour les gens, mais vous vivez pour vous. Et malheureusement, les photos sur Facebook, Instagram, ce ne sont jamais que des instantanés, des moments M sur une journée de 24 heures. Ces mêmes parents qui ont l'air d'être des super parents, peut-être qu'ils ont aussi leurs faiblesses. Donc, il faut quitter cette idée de dire il y a des bons ou des mauvais parents. Par contre, il y a des bonnes, des mauvaises activités. Et du coup, effectivement, je le fais aussi avec mes enfants. Parfois, je les mets devant cette fameuse chanson Baby Shark ou bien EYM. Tout à fait, Baby Shark, on le connaît tous. Voilà. Et Peppa Pig. Voilà, et donc du coup, on peut se poser la question et on peut faire l'exercice. Voilà, je mets mon enfant. Est-ce qu'il y a un apprentissage? Oui, clairement, l'enfant apprend les lettres de l'alphabet ou bien les couleurs en anglais. Et Baby Shark, ils apprennent à danser aussi. Voilà, il y a du kinesthésique, donc effectivement, il y a de l'activation, il y a une forme d'amusement, donc oui, ça peut être pertinent. Maintenant, ce qu'il ne faut pas hésiter à faire en tant que parent, c'est par exemple venir greffer une variation, une hybridation sur l'activité proposée. Par exemple, tu le soulignais très bien, si l'enfant est assis dans le fauteuil, il est avachi en train d'écouter Baby Shark, alors clairement,
il y a sûrement de l'apprentissage, mais du coup, s'il est avachi et qu'il est un peu endormi, il n'y a pas d'amusement et pas d'apprentissage, pas d'amusement, pardon, et pas d'activation. Mais du coup, on peut par exemple pousser la table, se mettre debout avec, et on peut faire la danse de Baby Shark, effectivement, et on peut à la fin lui dire, bah, tiens, est-ce que tu te rappelles comment on dit requin en anglais, par exemple? Ça peut se faire. Et du coup, via l'hybridation, c'est-à-dire l'intervention du parent et ce qui se passe à la télé, on peut proposer des activités qui tiennent vraiment la route. Disons que, et je le disais en radio la fois dernière, ce qui est très intéressant pendant le confinement, c'est que la famille devient un petit peu le labo de l'éducation. Et donc, il faut pouvoir profiter, que ce soit avec les conjoints ou les conjointes, mais aussi avec les enfants, profiter d'activités qu'on peut faire. On peut essayer des choses, mais parfois ça marche, tant mieux. Parfois ça marche pas, mais c'est pas grave. Il n'y a pas de risque. Ça restera vos enfants et vous resterez leurs parents. Il n'y a aucun souci là-dessus. J'aime vraiment bien l'idée de la famille comme labo d'éducation, ça c'est vraiment super intéressant. Et j'avais une autre question aussi. On parle beaucoup pour l'instant de l'impact psychologique du confinement, tout ce qui va avec aussi, le port du masque, etc. Donc l'impact psychologique sur les jeunes et sur les ados. En tant que psychopédagogue, est-ce que tu as un avis par rapport à ça? Oui, en fait, malheureusement, c'est indéniable, il y a un impact qui va être révélé dans sûrement quelques semaines, dans quelques mois via des recherches scientifiques. Mais c'est évident que voilà, priver un enfant de contacts sociaux, que ce soit avec ses grands-parents, que ce soit avec ses tatas, ses tontons, ses copains du quartier, puis ses copains de l'école, etc., c'est très compliqué à gérer. Pour la simple et bonne raison qu'il y a effectivement le noyau familial, qui est le premier noyau de l'enfant, mais après, il y a les noyaux périphériques. Et donc, effectivement, on peut se retrouver avec des grands-parents manquants, avec des parrains, des marraines manquantes, des amis manquants. Et donc, effectivement, ça remet en cause toute la structure sociale de l'enfant. Et donc, effectivement, là où un enfant, il y a une dizaine d'années, avait un cheminement cohérent, c'est-à-dire qu'il pouvait différencier famille, amis, tonton, etc. Là, effectivement, si on vient perdurer dans ce principe de confinement, on pourrait avoir des enfants qui ont une restructuration complète du rapport aux grands-parents, du rapport aux meilleurs amis, aux amis, et il y aura clairement des dégâts sociaux par la suite. Mais bon, voilà, je croise les doigts pour que ça ne perdure pas. Je vous donne un simple exemple. Sur la question des grands-parents, mes enfants, par exemple, n'ont pas vu leurs grands-parents depuis le mois de mai, depuis le mois de mars. Alors certes, il y a les visioconférences, etc., mais ça ne remplacera jamais l'humain. Mais par contre, du coup, au début, ils étaient très demandeurs, mais maintenant, ça commence malheureusement à s'estomper, parce que si on ne leur rappelle pas qu'il y a grand-maman, grand-papa qui sont là et qu'on fait des visioconférences, eux, ils se concentrent sur ce qu'ils ont dans l'immédiat. Et ce qu'ils ont dans l'immédiat, c'est papa, maman, les frères et les sœurs. Et bon, voilà, maintenant, avec l'école qui a repris, effectivement, les copains à l'école, mais effectivement, ça devient compliqué à gérer, clairement. Ok. Super, Reda. Et du coup, tu te dis que, donc ça c'est pour conclure la dernière, enfin en tout cas ma dernière question, il va peut-être donner la question. Tu te dis, je reprends ma question. Oui, entre tout ce que tu observes, tu te dis, qu'est-ce que nous a appris cette pandémie? C'est quoi pour toi les nouveaux enjeux de demain? Alors, ce qui est assez intéressant, et je me souviens il y a quelques instants, c'est le principe du fast life. En fait, on a été biberonné, et le on est impersonnel, je parle de notre société, on a été biberonné sur un enjeu, en tout cas une approche du capital, une approche de la réussite, une approche de gravir les échelons à tout prix dans nos entreprises, dans nos carrières professionnelles, etc. Et en fait, maintenant, avec cette pandémie, on se rend compte qu'il y a plus important. Et le plus important, c'est le rapport que l'on a par exemple avec son conjoint ou sa conjointe. C'est le rapport qu'on a par exemple avec ses enfants. C'est le rapport qu'on a avec soi-même tout simplement. Parce qu'il faut parfois peut-être un petit peu tirer le frein à main avec ses proches, mais il faut tirer le frein à main avec soi-même aussi. De temps en temps, il faut peut-être se dire, mais tiens, je ne réponds pas à mes mails, je me prends 1 heure, 2 heures ou un jour de déconnexion, ce fameux droit à la déconnexion. Et donc ça, c'est peut-être l'enjeu des prochains mois, des prochaines années. Et effectivement, je ne serais pas étonné de voir apparaître dans les offres d'emploi et on peut le tester sur Actiris ou sur le site du forum, mais je suis persuadé qu'on va voir apparaître dans les offres d'emploi horaires flexibles, droit à des pauses. Enfin, voilà, on va voir apparaître effectivement des nouvelles attentes liées à l'employabilité des gens, et ce seront des attentes qui vont découler clairement de ce qui résulte de cette pandémie, à savoir la nécessité de se concentrer sur soi, sur son conjoint, sa conjointe aussi, sur ses enfants, mais en priorité sur soi. En tout cas, c'est ce que je pense qui va apparaître. Après, ce que j'ai pu constater, c'est que par exemple, durant le premier confinement, je discutais avec mes voisins via notre palier, enfin
buisson qui sépare les jardins. Et effectivement, ce que je constatais, c'est qu'à un moment donné, même eux qui a priori étaient très carriéristes, ils ont tiré le frein à main, ils se sont dit, ben non, voilà, on est entre guillemets bloqués chez nous, eh bien profitons, réinvestissons du temps ensemble, avec les voisins on discute, et donc c'était vraiment intéressant. Donc ce sera peut-être l'enjeu à venir des prochains mois, voire des prochaines années, à mon sens. Et il y a aussi, professionnellement, l'enjeu, en tout cas dans mon cas, de la formation initiale des enseignants. Et effectivement, c'est un enjeu actuel, vu que sur le bureau des politiques, il y a effectivement cette question de passer les formations de 3 ans à voire 4 ou 5 ans pour les futurs enseignants. Et donc, clairement, là, on a l'exemple même de la nécessité de revoir peut-être les grilles de formation et de proposer clairement aux futurs enseignants d'adopter, en tout cas de prendre une nouvelle posture sur l'enseignement à distance. Donc, à mon sens, ce sont les 2 gros enjeux, formation professionnelle et nécessité de se concentrer sur soi, même dans le champ professionnel. Super, très très intéressant. Tout grand merci. C'est hyper intéressant, Reda. On te remercie. Je vous en prie, ça me fait vraiment plaisir. Après, voilà, ce n'est jamais qu'un avis parmi les 15 000 habitants de Genève. Mais par contre, je suis persuadé qu'une goutte plus une goutte plus une goutte, on peut arriver à un contenu qui est vraiment très intéressant. Et par définition, c'est le propre des réseaux sociaux. Parce que quand on défile, par exemple, quand on scrolle sa timeline sur Facebook, c'est une goutte plus une goutte plus une goutte qui nous donne notre timeline. Donc, à l'instar de ce que vous proposez, une vidéo plus une vidéo plus une vidéo, je l'espère, ça fera pas mal de choses. On l'espère, c'est un peu l'objectif. Oui. Est-ce que tu as vu à Genève des choses positives, des choses qui t'ont marqué depuis le début du confinement? Oui, effectivement. Donc, à 2 niveaux. Le premier niveau, c'est qu'effectivement, personnellement, je me suis engagé en début de confinement avec mes enfants et mon épouse. On avait été faire le tour des boîtes aux lettres à Oué où on distribuait les masques de la commune. Donc, et j'ai pu le constater aussi via d'autres citoyens. Donc là, on a vraiment un pur engagement solidaire qui s'est créé. Et clairement, soyons honnêtes, c'est quelque chose de très remarquable. Il y a eu aussi, à un moment donné, des interventions du Monty et de la maison du 38 sur Genappe. Donc, c'est vraiment très intéressant à constater. Et ce qui était très chouette aussi, c'était de voir que les gens prenaient plus le temps. Combien de fois je n'ai pas vu sur la place à Genappe, voilà, des parents qui, avec masque bien entendu, mais étaient en train de discuter, ou bien des enfants qui jouaient entre eux. Donc voilà, c'était vraiment très utile. Après, sur le côté, là c'est une petite parenthèse, on peut voir aussi effectivement qu'il y a eu beaucoup de dégâts à cause de la situation sanitaire, il y a eu des pertes d'emploi, il y a eu des gens dans le besoin, et là on peut souligner qu'effectivement les instances communales, à l'instar du CPS ou de la commune, ont réalisé vraiment des chouettes choses, ont vraiment pris le souci à bras le corps. Donc voilà, je ne peux que les féliciter, en tout cas féliciter tous les habitants de Genappe pour ça, donc c'est vraiment top. Ok, cool. Eh bien, merci. Merci Reda. Mais de rien, ça me fait plaisir. Ouais. Eh bien, merci à tous. À bientôt. À bientôt. Merci de nous avoir suivis. Merci pour l'accueil. Ciao, ciao. Merci à toi, merci.